Bonjour à toutes et à tous, merci beaucoup d'être là, en présentiel, mais aussi sur les plateformes, puisqu'il y a, selon Jean-Hervé Lorenzi, près de 2 millions d'internautes qui se connectent pour ces rencontres économiques par le biais d'Internet. Le thème de notre session, faire du sport un réel outil de cohésion sociale. Pour en parler avec moi, Patrice Geoffron, qui est économiste. Bonjour. Voilà, donc qui est et aussi prof de judo. Voilà, donc il a à la fois la pratique sportive et l'analyse économique. Il représente le cercle des économistes. Il nous plantera le décor. À ses côtés, Amélie Oudéa-Castéra, qui est la présidente du Comité national olympique et sportif français, que tout le monde connaît, ancienne ministre, avec qui on va revivre la ferveur des JO de Paris 2024 qu'on a tous en mémoire. Renaud Muselier, le régional de l'État, président de la région Sud, Provence, Alpes, Côte d'Azur, et on m'avait dit pas dire PACA, c'est pas joli, non. Ça n'existe pas, voilà. Et on parlera peut-être avec vous des prochains Jeux Olympiques. Marianne Otamendi, qui est présidente du World Football Summit, elle nous expliquera ce que c'est et elle nous analysera la place de la transparence dans le sport, mais aussi comment le rendre plus inclusif et la place des femmes, la place des handicapés, qui n'est peut-être pas celle qu'on souhaiterait idéalement. Et puis Frédéric Duponchel, président d'Accuracy, qui est donc un cabinet de conseil, mais qui est aussi un enseignant de judo dans une ville de Lyon qui s'appelle Sens, et qui nous dira si le sport c'est rentable. Je laisse tout de suite la parole à Patrice Geoffron pour une petite intervention de quelques minutes, et ensuite vous aurez, vous qui nous écoutez, la parole. Merci Jean-Paul. Bonjour à toutes et à tous. Alors vous avez compris que les circonstances font que nous avons là une assemblée, un panel de sportifs de plus ou moins haut niveau, de judoka, un karatéka, vous confirmez, et une tenniswoman émérite. Et c'est l'occasion, puisque la question qui nous est posée, finalement, c'est la manière dont le sport aide à faire société, de vous proposer quelques éléments de cadrage. Jean-Paul, tu l'as dit en quelques minutes, et je m'efforcerai d'être aussi bref que possible. Premièrement, j'ai à ma gauche deux personnes qui ont eu ou qui ont des implications sur les JO 2024, les JO 2030. Et il y a une première observation qui est voilà, de se rappeler finalement la manière, l'engouement, les investissements, l'héritage des JO 2024 avec des investissements assez massifs qui ont été concentrés en Seine-Saint-Denis. Alors évidemment, il faudra regarder un peu avec recul ce que sera la durée de cet héritage et sa nature. On a vu l'engouement sur finalement les JO handisport qui a été aussi massif, aussi prenant que ça avait été le cas pour les JO non handi, si je puis dire. On a vu aussi les commentaires faits un an après sur les financements dédiés aux sportifs de haut niveau dans ces domaines et un peu l'effet, je ne sais pas comment le dire, l'effet gueule de bois. Donc il faudra regarder cet héritage avec un peu de recul, mais le jour où par ailleurs le Tour de France démarre, il est important évidemment de marquer le fait que la manière de faire société via le sport se joue notamment au travers de ces grands événements. Deuxièmement, c'est un secteur économique massif. J'ai eu à regarder des données tout récemment et qui m'ont sidéré. Près de 3% du PIB. On est là dans un domaine d'activité qui pèse autant que l'hôtellerie, restauration, avec une dynamique de création d'entreprises qui est assez remarquable, plus de 30% depuis 2020. Madame la ministre, bravo pour votre contribution à tout cela. L'effet JO a sans doute joué. Donc c'est un secteur qui compte de toute évidence. Alors à nouveau, par rapport à la question de l'inclusion et de la diversité, ça ne répond pas à toutes les questions, mais de fait, le sport de masse conduit à une économie de masse et ça doit être souligné. Troisièmement, ce qui est intéressant et plus important sans doute, qui ne se mesure pas ou plus difficilement économiquement, c'est la partie du bénévolat. Nous sommes cette année au 125e anniversaire de la loi 1901, une loi extraordinaire que beaucoup, notamment en Europe, nous envient et qui évidemment structure
le monde sportif. Frédéric nous en dira peut-être quelques mots tout à l'heure. Et donc ça compte. Et ça n'apparaît pas dans les 3%. Je suis prof d'économie par ailleurs et pas uniquement ou centralement prof de judo évidemment. Ça n'apparaît pas dans les 3% que j'ai évoqués. Et donc évidemment, en termes de maillage, en termes de valeur dans la société du bénévolat, c'est absolument formidable. Alors évidemment, dès lors qu'on s'oriente vers la fin de mon intervention, il y a d'autres observations un peu moins enthousiastes et peut-être plus préoccupantes qui en tout cas vont demander des adaptations qu'il faut que je partage. La première, c'est qu'il n'est pas du tout certain qu'on ait un accès homogène. Quand je dis homogène, c'est sur l'intégralité du territoire, pour un grand territoire et très divers comme la France. La Banque des territoires a fait une étude tout récemment dans laquelle elle parlait d'une diagonale du vide. Alors le terme est sans doute un peu excessif, mais enfin qui va des Vosges jusque dans les Pyrénées-Orientales et avec des statistiques sur les conditions d'accès aux infrastructures sportives comparativement à des régions bien plus denses qui évidemment interpellent. Et sans parler, mais on y reviendra évidemment sur les pratiquants et pratiquantes en situation de handicap. Et il y a dans ces domaines, mais dans une société qui est sous contrainte, notamment de finances publiques, beaucoup de besoins d'investissement. Et enfin, tout dernier point, il est assez facile de l'évoquer à Aix, dans les circonstances que nous avons vécues la semaine dernière et que nous allons vivre la semaine prochaine. L'adaptation du sport à un contexte dans lequel les canicules, les vagues de chaleur s'imposent à nous, évidemment, va être un énorme sujet. Et Monsieur le Président, à l'évidence, à l'agenda, par ailleurs, d'ores et déjà, des JO de 2030. Donc ça soulève toute une série de problématiques à court terme sur l'adaptation des infrastructures. Et pour ne pas terminer sur une observation évidemment trop préoccupante dans ce domaine, l'aménagement des activités sportives et leurs évolutions fait également partie de la solution. Amélie Oudéa-Castéra nous parlera peut-être de ce qui a été entrepris en amont de Paris 2024 pour rendre nageable, je ne suis pas certain que le terme soit français, mais enfin vous comprenez, baignable, voilà, et bon courage à la traduction, baignable. Voilà, ce sont des investissements qui sont importants, qui ont toute une série évidemment de bénéfices face à des vagues de chaleur, qui ont d'autres types de bénéfices évidemment environnementaux, et c'est un point qui me paraissait important de partager avec vous en introduction. Et je rends la parole à Jean-Paul. Dans la préparation, Jean-Paul ne nous a pas confessé d'activité sportive, peut-être qu'il nous en fera part, hein, puisqu'on est tous... Oui, alors c'est vrai que je suis peut-être le moins sportif de vous tous. Donc voilà, j'ai cette fraîcheur du débutant qui me permet de... Il n'est pas trop tard. D'être un peu objectif. Mais j'ai noté que le sport, c'était bon pour l'économie. Et puis, ne pas en faire, c'est mauvais pour l'économie parce que ça pose des problèmes de santé qui peuvent être très, très coûteux. Merci Patrice. Amélie, près de 2 ans après les JO de 2024, qu'est-ce qui reste ? Plein de choses. Plein de choses et c'est pas fini. Ça ne fait que commencer. Je suis très contente d'être parmi vous et à côté de mon ami Renaud Muselier ce matin. Naviguer dans un monde sans repères. Moi, j'aime bien le titre de cette conférence parce qu'il y a un appel au sport, naviguer. Et puis, cette question qui nous est posée ce matin, de savoir si le sport est un réel outil de cohésion sociale. Moi, j'ai envie de dire oui, mais il peut faire encore beaucoup plus si nous continuons à investir. Ce qu'on a vécu sur les Jeux de Paris, évidemment, est très structurant. Ce qui nous attend avec les Alpes 2030 va continuer à nous permettre de porter cet élan-là. Moi, ce que j'ai envie de dire, c'est vraiment, on le sait, on l'a vécu à l'été 2024, mais on le revit lors du tournoi Destination, on le revit dans les compétitions sportives telles qu'on les voit. On l'a revu mardi dernier, dans ce moment incroyable face à la Suède. Je pense que tous, vous avez regardé ce match de foot touché par la grâce de cette équipe. Et je suis certaine, on pourrait presque faire le test dans la salle, que ce soir à 23h, vous serez tous devant vos postes de télévision. Pourquoi ? Parce que le sport, dans ses différentes déclinaisons, c'est un spectacle d'exception. C'est un spectacle d'excellence et qui nous donne des joies partagées. Regardons ce qui s'est passé en 2025. Le sport, c'est 37 des 100 meilleures audiences à la télé de l'année. Chaque week-end, on a 20 millions de Français qui vont à travers les stades de hand, de foot, de basket, de volley, etc. C'est un phénomène social extraordinaire. Et en plus, c'est un terrain d'excellence. Moi, c'est ça que je veux souligner. Quand on regarde la réussite aux Jeux de Paris,
Quand on regarde la réussite aux Jeux d'hiver de Milan-Cortina, où nos équipes de France ont explosé leur record de médailles et leur record de titres, on cumule tout ça. Qu'est-ce qu'on voit? La France est 3e nation au monde en volume de médailles gagnées sur ces 2 éditions, été-hiver, juste après les États-Unis et la Chine. C'est un terrain exceptionnel de l'excellence française. Il faut qu'on le réalise, il faut qu'on le mesure, parce qu'en plus, ça a plein d'impacts économiques. Ça nous permet d'aller chercher des grands événements. On aura en 2027 les mondiaux de cyclisme, en 2028 les mondiaux de hockey sur glace, en 2029 les mondiaux de hand, en 2030 nos Jeux à la maison, en 2031 on aura les mondiaux de basket. C'est exceptionnel. Et à chaque fois, je prends l'exemple par exemple des Jeux, impact sur le PIB de la région Île-de-France, 10 milliards d'euros. C'est des investissements, mais il y a un impact qui est sonnant, qui est trébuchant. Il y a quelque chose que je veux souligner aussi sur la réussite de nos équipes de France. Regardez bien à nouveau ce soir, on s'en souvient en 98, cette France black, blanc, beurre, c'est champion, il y a une mixité, il y a une remise en marche de l'égalité, en tout cas de l'ascenseur social que permet le sport, qui est là aussi un vecteur vraiment très très important de cohésion sociale. Mais je ne veux pas parler que de nos champions, que de nos grandes épopées les plus marquantes. Je veux aussi parler du sport du quotidien, du sport pour tous, du sport pour nous. Et là, moi, il y a un chiffre qui me frappe énormément. En 1 an et demi, il y a une progression de 40% de l'inscription des Français dans toutes les compétitions de running et de trail. Il y a cette envie de faire du sport avec d'autres, de se connecter aux autres, d'appartenir à une communauté. C'est quelque chose de très puissant. Et quand on a porté le plaidoyer pour les élections municipales, mon ami Hervé Lieberman qui est là le sait, il l'a porté avec nous, on a vu que les Français plébiscitaient les clubs sportifs comme un outil de cohésion intergénérationnelle. Parce que nos clubs sportifs, nos 180 000 clubs en France, ils sont un endroit absolument incroyable où on a des personnes de toute génération qui, ensemble, vont faire du sport. C'est aussi, ces clubs sportifs, un endroit où il y a de plus en plus d'inclusion des personnes en situation de handicap, parce que des investissements ont été faits. Vous l'avez souligné, l'importance de ces Jeux paralympiques, et il faut qu'on continue. Et le dernier élément que je veux mentionner, c'est que nos clubs sportifs, là aussi, sont un endroit assez incroyable, un moteur puissant d'inclusion sociale d'une partie de notre jeunesse qui est aujourd'hui sans repère, parfois sans discipline, en tout cas sans cap. Parce que dans nos clubs sportifs, il y a des gens de tous horizons, des personnes qui ont très bien réussi leur vie, il y a des leaders, il y a des chefs d'entreprise qui peuvent tendre une main, relire un CV, proposer un job d'été, un premier stage, quelque chose qui va leur mettre le pied à l'étrier. Et je suis très fière que cette démarche soit en train de l'amplifier à travers un partenariat avec le MEDEF, avec France Travail, pour, à l'horizon de 2030, inclure 100 000 jeunes à travers le sport. Donc au total, et j'en finirai là, c'est un outil incroyable de bonheur intérieur brut, incomparable. C'est un outil qui nous permet, comme peu de choses, de faire nation. C'est un outil qui est un élément de rayonnement dans le monde entier de l'excellence française. Et au total, plein d'incertitudes devant nous, politiques, économiques. Moi, j'ai une certitude, c'est que le sport va continuer à nous apporter parmi nos plus grandes joies et parmi nos plus grandes fiertés, à commencer par celle d'être français. Merci. Alors, au passage, les économistes auront noté la création de ce nouvel indice, le BIB, le bonheur intérieur brut, dont on vous demandera de mesurer l'évolution au fur et à mesure, non seulement de cette séance, mais dans les années à venir. Alors, vous l'avez évoqué, Renaud Muselier, dans un monde sans repères, est-ce que le sport est une boussole? La réponse est oui. Je vais dire à peu près la même chose que Madame la ministre, Madame la présidente, ma copine, mon amie, mais différemment. D'abord, le sport individuellement est un développement personnel dès le départ de sa vie, dès qu'on en fait, dès qu'on le pratique, de façon à faire des efforts sur soi, écouter un prof, respecter des règles, affronter en individuel ou en collectif une autre équipe, et quelque part, entre guillemets, après avoir une troisième mi-temps. C'est une leçon d'humilité, c'est parce qu'on est chacun à un niveau différent, de la toute petite division jusqu'à la plus grosse, et c'est fédérateur parce que, comme tu l'as souligné, on peut venir de tous les niveaux sociaux,
à partir du moment où on rentre dans un sport, on a une tenue unique, on a des règles uniques, on a des partenaires et des adversaires, puis on essaye d'être le meilleur et de changer de dimension. Et donc, c'est déjà quelque chose par rapport à la République qui cherche ses repères. Là, on connaît les règles. Puis celles-là, elles n'évoluent pas, hein, c'est clair. Et donc ça, c'est plutôt très positif. Et puis, ça apprend à respecter soi d'abord, parce qu'il faut faire des efforts, et puis les autres, parce qu'il faut respecter les règles. Et il y a un arbitre pour les faire respecter. Première chose. À partir de là, moi, je suis un pratiquant de sport depuis toujours, et en même temps, je suis un responsable politique, mais médecin. Le sport, de toute façon, c'est la santé quand même aussi. Hein. Faire du sport, effectivement, quand on est un peu énervé, ça fait du bien de se détendre. Quand on a envie de se mesurer, ça fait du bien d'aller quelque part. Et quand on a envie d'espaces qui sont des espaces souvent très purs, très propres, très sains, c'est par le sport qu'on le fait en général. Il est rare qu'on aille dans un endroit pollué, pourri, faire du sport. Quand vous faites la projection de cet état d'esprit dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, nous avons 5 millions d'habitants, on a 1 million de licenciés. Ce qui est colossal quand même. Colossal. Et à partir de ce moment-là, comment on peut essayer de faire en sorte que ce monde du sport, de l'effort, des règles super organisées, puisse le plus possible impacter la vie du quotidien dans une société sans repère. Responsable politique, comme on fait. Et donc on a, nous, fait le choix de soutenir avec M. Lieberman, les élus qui sont ici, M. De Canson, les fédérations, les Jeux Olympiques, etc. Mais nous, on est parti d'un principe assez simple, c'est que nous devons soutenir toutes les manifestations internationales, essayer de les capter, de les attirer, de les prendre, pour se servir de ce moment-là, pour aider un sport en particulier et forcé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand j'étais premier adjoint de Marseille, j'étais à ce moment-là ministre, on est allé en Australie pour faire venir la Coupe du Monde de rugby ici. On avait fait venir l'équipe de France de rugby, premier match France-Nouvelle-Zélande au Vélodrome, on avait gagné. Et après Dupuis, ils viennent au Vélodrome. Et puis la région s'est développée sur le plan du rugby. Et sur le plan du rugby, on a de très grosses équipes. Et je salue le président de Provence Rugby là-bas, qui développe son club et qui est un chef d'entreprise exceptionnel, qui a une entreprise de développement économique, mais sociétal et social, avec son club de rugby. Et donc on essaye de faire ces partenariats avec de très grosses équipes. Et moyennant quoi à la sortie, on a eu la Coupe du Monde de rugby. La Coupe du Monde de rugby, on a injecté, nous, la région, près de 10 millions d'euros dans tous les clubs de la région. On a fait venir les très grosses équipes, dont notamment les sortants finalistes qui avaient gagné et qu'on a fixé à Toulon, comme par hasard, parce qu'on a un très gros club là-bas et qu'on a très belles infrastructures qu'on a cofinancées de façon très importante. Mais sur notre investissement personnel et humain, pour choper la Coupe du Monde de rugby, pour avoir 4 grosses équipes qui étaient basées dans le sud, les retombées économiques, c'est 400 millions d'euros. Hein. Nous, à la région, pour tous les clubs, 10 millions. C'est énorme. Énorme. Et ça nous a permis de se retrouver vers les clubs et de leur dire, vos douches, là, c'est déconné. Vos bénévoles qui transportent dans les bagnoles, là, c'est déconné quand même. On va vous payer la camionnette, mais vous mettez la région sur le truc. On va vous refaire les douches, on va vous refaire les vestiaires, et comme ça, vous avez un terrain qui est plus propre. Mais le reste, vous prenez en charge. Et on le fait avec la mairie. Et on essaye d'avoir un cercle vertueux autour de grandes manifestations qui font en sorte qu'on développe les territoires. Sur les Jeux Olympiques, Paris 2024, je me souviens très bien, j'étais adjoint au maire de Marseille. Quand on a chopé la voile, mais jamais personne ne pense une seule seconde qu'on va choper la voile. On avait tous les mecs de l'Ouest là-bas qui nous expliquaient à La Rochelle, etc., que c'était eux les vrais marins, que nous, on était capables que de faire du ferryboat. Bon, très bien. Donc, j'ai intégré très tôt l'équipe de Paris 2024. Moi, je suis très ami dans le monde du sport parce que j'adore ce milieu-là. Et donc, puis, on a gagné. Hein. Et quand ils sont venus, le CIO, parce qu'il y a des règles très strictes pour faire en sorte qu'il faut répondre à des critères qui sont extraordinairement compliqués, mais ça leur permet, ces critères, d'avoir le même niveau d'exigence chez les Chinois, chez les Russes, chez les Américains, chez les Français, chez les Européens. Que vous le fassiez là-bas ou là-bas, vous avez un mode d'emploi voilà. Et donc, où vous respectez ce mode d'emploi,
ou vous ne le respectez pas. Si vous ne le respectez pas, vous dégagez. Bon. Et donc à ce moment-là, on a sorti les Bretons, on a sorti tout le monde, et on a eu... Je sens qu'on pourrait parler des heures. Hein, non, mais je vais aller vite parce que je vais vous laisser la parole. Non, parce que je vais arriver sur mes jeux, parce que oui, allez-y. Stratégie d'aménagement du territoire. À conclure vos 5 minutes. Allez, j'ai 4 minutes, je finis. Et donc là, on s'est retrouvé à choper les jeux. On a mis 10 millions d'euros sur la voile. On a refait tous les clubs de voile, on a acheté des bateaux, on a fabriqué avec toi les bourses pour les champions dans les disciplines qui étaient là. On a refait tous nos crêpes qui devenaient les endroits d'entraînement qui dépendaient de nous. On a eu des médailles et on a refait tout. 200 millions de retombées économiques. Voilà, direct. Ça nous a coûté que 10 millions. Voilà. Et donc maintenant, dans cette affaire qui nous arrive sur les paris, sur les jeux d'hiver, c'est la même logique. La même logique, c'était de dire, nous, la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, on ne les a jamais eus. Parce qu'on ne les a jamais demandés, peut-être aussi. Bon. Donc on est parti. Et puis on est parti en tête. Et puis petit à petit, à ce moment-là, tu étais ministre, on s'est retrouvé chez le président de la République, avec Christian Estrosi, avec Laurent Wauquiez, et on a dit, avec Marie-Amélie, et on est arrivé, on a dit, ben voilà, on est capable de le faire, parce que finalement, nous, le Sud, dans le laps de temps qui nous est imparti, on n'arrivera pas à le faire tout seul. On se marie avec les autres, on additionne, on gagne. Et on a gagné. On a repoussé un peu les Suisses, un peu les Suédois. Bravo. On a gagné. Ouais. Bon. Merci. Après, je finis parce que je sais que j'ai encore 3 minutes. Ah non, mais... 33, j'ai dit 3 minutes. Il y a le décompte là. Non, c'est pas... Comment, c'est pas un décompte ça? Non, c'est le nombre de minutes qui restent. Eh ben, je vous laisse, je finis 3 minutes. Il reste 33 minutes pour le groupe. Eh bien là, je fais 3 minutes, il me reste moins. Et donc du coup, on se retrouve... C'est les minutes du Sud. Alors on se retrouve là maintenant à avoir des investissements. On a partagé 2 sites dans le nord, 2 sites dans le sud. Bon. Ça a été un peu compliqué, mais on y est arrivé. Et là-dedans, mais les retombées économiques sont énormes. Bon, ça, on a compris. C'est 4 milliards d'euros, normalement 2 pour le nord, normalement 2 pour le sud. Mais comme on est en train de perdre le pôle du sud, on perd 1 milliard d'euros, c'est tout simple. Et donc on se retrouve dans une situation où le développement de nos Alpes, nous dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, la fameuse région sud, et pas les PACA, nous on a 3 départements alpins, Hautes-Alpes, Alpes de Haute-Provence et Alpes-Maritimes. Et on a 3 départements qui ne sont pas des alpins. Donc on a 60% de notre territoire qui est alpin. Donc nous, l'aménagement du territoire dans le cadre de l'organisation des Jeux Olympiques est absolument essentiel pour la visibilité en se disant, il y a un réchauffement climatique, qu'est-ce qui va se passer en 2050? On doit servir des Alpes 2030 pour fabriquer nos montagnes pour 2050. Voilà l'enjeu. Et donc on est en train de le réaliser. Oui. Avec élégance. On vous enlève pas tout de suite le micro, vous aurez le temps de revenir. Oui, il reste 32 minutes, mais pour l'ensemble du groupe. Merci. Alors jusqu'à présent, là, on a beaucoup vu le verre à moitié plein, tous les atouts du sport, et c'est vrai qu'on a envie de voir tout ce qui est beau, mais Marianne Otamendi, vous allez quand même nous obliger à avoir peut-être le verre à moitié vide. Et vous n'allez pas oublier les critiques. Bon, d'abord, je vais m'excuser avec l'audience parce que je vais parler en anglais, je suis désolée. But what I have to say, I think it's very... Alors moi, ce que je vais vous dire, c'est très important. Et j'aimerais avoir davantage de qualité de communication. Moi, je ne veux pas critiquer. Je sais que le football, c'est le sport le plus important du monde. On dit que le sport est un vecteur économique très important, ça c'est vrai. Mais précisément, les homologues ici ont évoqué l'importance de la pratique du sport. Et moi, je voudrais vous dire que nous devons pratiquer le sport. Mais si vous regardez le sport professionnel, on ne voit pas cette inclusion sociale. Donc moi, je voudrais mettre en lumière certains aspects qui doivent être améliorés au fil des années. Les femmes notamment. Je tiens à féliciter Amélie pour avoir été présidente du comité olympique. Et nous, en Espagne, nous sommes loin d'avoir une femme en tant que présidente. Donc félicitations. Il y a 67 fédérations sportives en Espagne et une seule femme est présidente. Donc c'est regrettable. Et c'est d'autant plus regrettable parce que le contribuable paye beaucoup pour encourager les femmes à faire du sport. Et c'est vrai que nous ne sommes pas au rendez-vous. Sur 42 clubs en première et deuxième division, nous n'avons que 2 femmes présidentes. Pour le
football professionnel. Et simplement 2 femmes font partie du conseil d'administration des clubs professionnels de foot. La FIFA dit que le football unit le monde. Ce n'est pas vraiment une réalité. Le pouvoir a beaucoup de pouvoir, beaucoup d'influence, mais je dois féliciter l'équipe française, mais j'espère que l'équipe d'Espagne va aller jusqu'au bout de la compétition. Donc c'est la première fois que la Coupe du Monde se tient sur 3 pays, le Mexique, le Canada et les États-Unis. Mais que fait la FIFA pour rapprocher ces cultures? Rien. La FIFA parle beaucoup d'héritage, c'est vrai, mais à mes yeux, toutes ces choses consistent en fait à cocher une case, mais en fait, il n'y a pas d'actions effectives qui sont mises en place. Et puis, les personnes handicapées, souffrant de handicap, elles sont un peu laissées de côté, mis à part les Paralympiques qui ont lieu tous les 4 ans. L'accès au sport pour les personnes souffrant de handicap est pas simple. Et selon l'Organisation mondiale de la santé, les personnes handicapées ne peuvent pas avoir accès aux infrastructures sportives. Et ces personnes ne peuvent pas jouer au football comme les personnes en règle générale. Donc, et puis les femmes aussi sont aussi absentes. Donc, je dois dire que nous avons encore beaucoup de chemin à parcourir. Et je pense que j'ai respecté le temps qui m'était imparti de 5 minutes. Merci à vous. Et pour votre respect des règles, parce qu'on l'a dit, dans le sport, il y a des règles. Frédéric Duponchel. Voilà. Frédéric Duponchel. Donc, l'entreprise, elle trouve que c'est rentable, le sport Alors, vous m'aviez posé la question au début, et j'y réponds, et je crois qu'on est tous alignés sur ce point, c'est que si on mesure la rentabilité avec comme indicateur la cohésion sociale, le sport est très, très rentable. Je crois qu'on est tous d'accord. Je voulais l'illustrer par un ou 2 exemples venant de ma discipline, comme vous l'avez dit, le judo, que je pratique et que je co-enseigne dans un petit club à Sens, dans l'Yonne, une ville de 30 000 habitants. Lorsque vous avez tous les pratiquants en judogi, qu'on appelle le kimono, sur le tapis de judo, qu'on appelle le tatami, et ça, Monsieur le Président Muselier connaît bien avec le karaté, c'est extraordinaire. On est tous ensemble, quelles que soient les origines, les âges, les conditions sociales. Tout le monde est ensemble pour une même pratique, autour, comme vous l'avez dit, de règles très définies et autour d'un code moral, ce qui est spécifique au judo et qui donne une dimension encore supplémentaire à cette pratique tous ensemble. Je vais donner un autre exemple qui est le parcours extraordinaire d'un jeune judoka qui s'appelle Luka Mkedze. Luka quitte la Géorgie en 2008, pendant la guerre. Il est âgé de 7-8 ans, il effectue un périple, il arrive en France en 2012. Il ne parle pas un mot de français. Il est doué en judo, il pratique au club de Sucy-en-Brie où il est très performant. Et Luka, après ce parcours, gagne pour la France 3 médailles olympiques. Une médaille aux Jeux de Tokyo, les Jeux 2020 tenus en 21, médaille d'argent en moins de 60 kilos, une médaille de bronze en individuel aux Jeux de Paris et une médaille d'or par équipe aux Jeux de Paris. J'ai eu l'occasion de discuter avec Luka, qui est un garçon extrêmement intéressant, qui aujourd'hui parle un français parfait. Donc l'illustration de cette cohésion sociale. Maintenant, si on aborde la question de l'entreprise, j'ai vraiment une conviction, c'est qu'il faut multiplier, et Madame le ministre l'a abordé, multiplier les interactions au sein du triangle sport, jeunesse, entreprise. Et là, l'entreprise peut faire, comme vous l'avez dit, énormément. Je vais l'illustrer par 1 ou 2 exemples. Le cabinet de conseil que je dirige, Accuracy, est parrain ou mécène de l'équipe de France de volley assis. On a démarré avec les JO et on continue aujourd'hui. Merveilleux exemple de handicap dans le sport, avec beaucoup d'émotions autour de ce sport. Nous sommes également partenaires depuis près de 20 ans de Sport dans la ville. C'est une association qui promeut l'insertion et l'insertion professionnelle par le sport. Alors, on a démarré au début en étant simple parrain, on donne de l'argent. Très rapidement, les équipes d'Accuracy ont joué avec les jeunes de Sport dans la ville. Ils ont joué au paddle, ils ont joué au football en salle.
Et puis maintenant, on en est à une autre dimension où on prend les CV, on leur apprend les savoir-être et la conduite de l'entretien, comment se vendre à l'entreprise. On accompagne également parmi eux ceux qui ont des projets de lancement d'entreprise. Voilà. L'exemple que l'entreprise au sein de ce triangle sport, jeunesse, entreprise peut avoir un rôle qui dépasse largement l'apport d'argent, mais qui peut également être un rôle de catalyseur et d'une entité qui établit des passerelles entre le jeune et sa future vie, y compris sa vie professionnelle. Pour terminer, un autre exemple, lié encore une fois à ma discipline, le judo, un programme formidable qui a été lancé sous le premier quinquennat du président Macron, qui s'appelle le programme des 1000 dojos. Ce programme consiste à ouvrir des dojos dans des zones prioritaires de la politique de la ville ou dans des zones rurales défavorisées. On ne construit pas, on reprend des locaux qui sont inoccupés et on leur redonne vie avec un dojo, mais également avec un lieu ouvert le plus possible, longtemps dans la journée, où on peut lire, bibliothèque, où on peut faire ses devoirs, des endroits où on est tranquille, où on peut discuter avec les autres, boire un petit café, voilà. Et ça redonne vie ou ça redonne espoir à de très nombreux endroits. C'est un programme qui se fait avec la fédération, bien entendu avec l'aide de l'État, avec les aides locales et beaucoup avec les entreprises. Notamment la Société Générale et Renault sont des partenaires au niveau national et ça se décline également au niveau local. L'étape d'après, et j'en terminerai là, l'étape d'après, c'est un projet qui pourrait s'appeler les dojos de la réussite. C'est-à-dire transformer ça en vous récompenser un jeune qui a montré de la régularité, de l'abnégation, qui a suivi le code moral, respect, politesse, qui a respecté ses adversaires, qui a su tomber, qui a su se relever. Et tout ça, on le labellise. Et on lui donne sur son CV un label qui lui permet d'arriver dans la vie professionnelle avec un atout supplémentaire. Merci beaucoup. Pardon, Jean-Paul, si tu permets, je m'en voudrais de ne pas signaler que Éric Berton, qui est le président de l'université Aix-Marseille, qui est un partenaire des rencontres d'Aix et très impliqué dans cette organisation, avant de devenir président de cette université, a lancé au sein de l'université un centre d'excellence en matière sportive qui a été également impliqué en amont de Paris 2024. Et grosso modo, je n'entrerai pas dans le détail, mais je tiens vraiment à le souligner, il s'agit de mettre la science au service de la technologie, de la biomécanique et de la performance sportive. Et mon petit doigt me dit que ça a pu contribuer à la réussite également des JO, donc je tenais à le souligner. Oui. Cofinancé. Oui. Alors, tout à l'heure, ma première question, c'était de savoir ce qui restait des JO 2024. Bon, j'ai bien compris votre message, Amélie Oudéa-Castéra, mais est-ce que, outre le succès du running, du trail, est-ce que la volonté de faire du sport très tôt pour les plus jeunes, de faire une activité physique quotidienne à l'école pour tous les publics, et la volonté de rendre le sport accessible, y compris dans les quartiers prioritaires de la ville qui sont plutôt défavorisés en termes d'infrastructures, est-ce que cet objectif-là, vous considérez qu'il a été atteint ? Pas suffisamment encore. Je pense que ce qu'il faut rappeler, c'est que l'impact sur la pratique sportive des Jeux a été absolument formidable. Aujourd'hui, on a un record de licenciés en France, notamment de licenciés féminines. Au global, les licenciés inscrits dans toutes nos fédérations sportives, c'est 17,2 millions de Français. C'est l'équivalent de la population des Pays-Bas. Ça commence à peser, y compris dans une élection présidentielle. Mais les candidats te parlent. Impact sportif incroyable. Impact sur nos infrastructures. On évoquait la baignabilité de la Seine, la reconquête de la biodiversité. On pourrait parler des 60 gares qui ont été rénovées, de toutes les infrastructures qui ont été développées et de progrès très significatifs, parce que vous avez évoqué l'engagement de l'université. Moi, il y a une mesure dont je suis extrêmement fière dans le cadre de l'héritage des Jeux, c'est qu'on a créé le tout premier diplôme en France spécifiquement dédié aux sportifs de haut niveau avec l'ESSEC, Sciences Po, Centrale Supélec, qui ont allier leur savoir-faire pour permettre cette promotion. On a aujourd'hui le fils de Tony Estanguet, qui est champion du monde de kayak, qui est dans cette promotion. C'est 40
étudiants extraordinaires qui sont aujourd'hui engagés dans un double projet académique et sportif d'excellence. Et pour moi, ça doit être l'embryon d'un Stanford à la française. Il n'y a pas de raison que nos élites sportives doivent partir aux États-Unis quand elles ont en plus un projet académique. C'est aussi ça, les briques de l'héritage, et on n'a pas eu assez de temps pour pouvoir communiquer dessus et le porter. Maintenant, aujourd'hui, on sait qu'on a un problème de sédentarité, d'inactivité physique et de dépendance aux écrans qui crée d'ailleurs des problèmes de santé mentale chez les notre plus jeunes, jeunesse, chez qui les sont tout jeunes, un problème majeur. On a mis en place des réformes. Le président Macron a été formidable pour très vite impulser le déploiement des 30 minutes d'activité physique quotidienne aussitôt qu'on le lui a proposé, cette mesure d'héritage qui est importante et qui aujourd'hui se déploie dans plus de 80% de nos écoles primaires. Il y a eu la mise en place des 2 heures de sport en plus pour les collégiens issus des QPV, où là le bilan est plus mitigé parce que ça a fait appel à une collaboration entre des acteurs prioritaires de la un ville, petit peu QPV. moins l'habitude de bosser ensemble, donc il faut continuer à porter ça. Mais aujourd'hui, on ne peut pas devenir une grande nation sportive si nos gamins continuent de sortir à 5h, à 6h, voire à 19h le soir des cours. C'est la raison pour laquelle le comité olympique, Hervé le sait, nous avons produit, dans le cadre de la convention du CESE sur les rythmes de l'enfant, une contribution en disant que si on veut être sérieux sur le plan sanitaire, de l'éducation, de l'épanouissement plus complet de nos gamins, il faut qu'ils puissent sortir plus tôt de l'école, qu'il y ait plus d'espace-temps pour les activités extrascolaires. On a une infrastructure incroyable avec nos 180 000 clubs. Il y a des clubs extraordinaires comme celui de la Duchère à Lyon, pour n'en citer qu'un, qui font un travail formidable pour l'accueil des gamins et permettre une meilleure articulation de tous les temps. Un temps à l'école, mais un temps pour des activités extrasportives, du périscolaire, de l'extrascolaire, que ce soit d'ailleurs en matière sportive ou en matière culturelle, même combat. Notre jeunesse a des talents, il faut qu'elle ait la capacité à les exprimer dans leur pluralité. Et la question n'est pas forcément que pour vous. Si on libère ce temps, est-ce qu'il y a l'encadrement déjà disponible pour les accueillir? À fond. Et ils sont là. Regardez, en plus là, on a 2 Oui, éducateurs, oui. judo, on a... Oui, mais ils n'ont peut-être pas non plus on a des heures de libre. On a aujourd'hui tous les des jours. éducateurs, plus de 40 000, qui sont formidablement bien formés. Ok. Il y a une excellence dans le modèle de formation français que le monde entier nous envie. On a des collectivités qui investissent beaucoup dans le sport. On est en train, pour reprendre aussi cette question, de moderniser les équipements. Il y a le plan qu'évoquait tout à l'heure, que vous évoquiez, Frédéric, sur les 1000 dojos, qui s'inscrit plus largement dans une construction qu'on a portée avec le président Macron de 10 000 équipements partout en France de proximité. Il faut continuer à investir dans nos infrastructures, mais nous avons tout pour devenir une immense nation de sport. Et moi, j'espère que nos JO de 2030 vont permettre d'entretenir cette flamme et de nous permettre de continuer à faire ces progrès. Oui, et Renaud Muselier, vous avez dit, dans votre région, il y a Nous, beaucoup par rapport à plus, 2024, c'est il y a simple, beaucoup plus de licenciés. On a mis 32 millions d'euros dans l'organisation des Jeux. Dans la participation, dans l'héritage, on a la base navale à Marseille, la base nautique, pas base navale, c'est plutôt militaire, la base nautique à Marseille qui a été complètement refaite dans sa globalité. Tous les plans d'eau dans lesquels il y a des bases nautiques ont été refaites dans les lacs comme Saint-Ponçon, mais aussi sur tout le littoral, donc tout le monde y a eu droit. Parallèlement à ça, on a acheté des bateaux pour les différentes bases nautiques. Parallèlement à ça, on a refait la totalité de nos 4 CREPS qui dépendent de nous, de façon à ce qu'ils puissent s'entraîner là-dedans. Et on a mis en place un système validé avec le comité régional olympique, le comité national olympique, auprès de nos champions du Sud, de façon à ce qu'on puisse, parce qu'ils ont un problème d'argent aussi, et de reconnaissance par rapport à l'entraînement, et donc ils ont des bourses spécifiques pour aller chercher des médailles, et pour avoir ces moyens financiers qui seront très compliqués à avoir, quel que soit bien sûr les voileux chez nous, mais aussi tous ceux qui étaient en piste, en lice, sélectionnés, qu'on aidait, susceptibles d'aller chercher les médailles. Donc c'est des héritages très concrets, ça. Oui. Et alors vous avez parlé effectivement des champions. Tout à l'heure, vous avez dit la région, beaucoup de licenciés par rapport au reste de la France, mais le point souligné par Amélie, les quartiers priorités de la ville, les disparités entre les quartiers les moins favorisés et les autres. Ça, c'est pas vraiment moi. Moi, je peux, parce que c'est pas. Mais votre regard là-dessus. Moi, j'ai déjà assez de problèmes sur mes regards dans mes compétences, hein, donc je ne vais pas m'occuper de celles des autres. Hein, donc là, chaque ville a son problème, son histoire. Moi, je travaille avec soit les fédérations, soit les ligues, soit les clubs,
en fonction des fléchages que nous faisons, de façon à ce qu'eux-mêmes, avec les collectivités qui travaillent, ils ont chacun leur propre plan. La politique de la ville dispose d'un certain nombre d'outils d'État qui ne sont pas à ma disposition. Par contre, moi, dans mon action politique avec nos élus, nous votons des budgets spécifiques pour en fait aider le dernier kilomètre, voire le dernier mètre. Et donc ça pose le problème de la douche, du vestiaire, du bateau, de la camionnette. C'est des trucs très concrets, ça. Ils n'ont pas les sous. Bon. L'athlète, comment on fait pour l'aider pour que le petit puisse s'entraîner, sachant que s'il ne s'entraîne pas, il ne peut pas aller à l'école non plus. Ou alors s'il a fini l'école, quels moyens il a de façon complémentaire. Ça, nous, on sait le faire et on le fait avec les professionnels du dernier mètre. Voilà. Frédéric Duponchel, un mot Oui, sur ces disparités. Sur cette question des disparités, inégalités. des quartiers, des inégalités. Bon, encore une fois, je vais reparler rapidement du judo, mais il y a une dimension qui est oubliée. On pense beaucoup aux athlètes de haut niveau, bien entendu, les résultats olympiques. On pense aux athlètes qu'on veut former pour qu'ils grandissent et qu'ils deviennent performants. On pense à l'éducation des jeunes enfants sur le tapis qui sont des sportifs. Et on n'évoque pas assez la vie du club. C'est-à-dire que ça a également une énorme importance dans cet outil de cohésion sociale, dans la mesure où chaque club, il y en a je crois que c'est près de 200 000 clubs sportifs en France, chaque club est une véritable micro-république, avec son président, avec son trésorier, avec son bureau, avec les bénévoles qui emmènent les enfants en compétition le dimanche. Et tout ça, ça génère également une vie sociale effervescente et extrêmement bénéfique. Et le sport, pour rebondir là-dessus, est aujourd'hui le premier secteur de l'engagement bénévole dans notre pays. Le premier secteur. On a 3,5 millions de bénévoles sportifs. Et en termes d'attractivité, on évoquait la problématique de la jeunesse. Moi, je me réjouis qu'aujourd'hui, on ait 44% des jeunes de 16 à 25 ans qui veulent bosser dans le sport. C'est le deuxième secteur après la tech et l'IA. C'est un phénomène de société. Et on parlait de l'inclusion. Moi, je suis très fière qu'une partie du boni de liquidation des Jeux de Paris 2024, puisqu'on a bien géré ça, on a réussi à dégager des quelques excédents de recettes, on est en train de les investir au service de la découverte pour des enfants issus de familles défavorisées, de nos massifs, de nos montagnes, à l'occasion des Jeux 2030. Oui. On lance cet appel à projet. On va travailler d'ailleurs avec Sport dans la ville, dont un représentant est là, son président est là, avec d'autres associations, avec des fédérations qui vont nous permettre que des gamins issus de familles défavorisées qui n'ont jamais vu la montagne, pourtant notre pays en est riche, ils puissent aller faire ces séjours de découverte avec une composante éducative et une composante sportive. D'un mot. Très rapidement, oui, en complément de sport, inclusion et cohésion. Un point également très important, c'est l'arrivée de l'intelligence artificielle qui fait que les qualités académiques, qui sont souvent pas très égalitaires, s'effacent progressivement, et on le voit beaucoup dans le domaine des services intellectuels, au profit des qualités humaines. Et ces qualités humaines s'acquièrent avant tout dans le sport et de façon facile autour du jeu, autour des règles, tout ce qu'on a dit précédemment. Et ça, c'est une dimension, je pense, très importante à prendre en compte. Avec l'arrivée massive de l'intelligence artificielle, les qualités de base que l'on acquiert dans le sport vont devenir de plus en plus importantes. Okay. Je rebondis là-dessus sous un autre angle. Moi, je n'ai pas la politique des quartiers, mais j'ai la politique économique, ça dépend de moi. Tout le monde de l'entreprise est ici, là. Quand nous avons, grosso modo, sur les Jeux Olympiques de Paris, sur les Jeux Olympiques d'hiver, 4 milliards d'euros de budget d'investissement. Là-dedans, c'est des marchés pendant 4 ans qui font travailler les entreprises. 70% des marchés sont pour les entreprises locales. Et dans ces 70% de marchés des entreprises locales, pour ces marchés, il y en a 30% qui sont pour l'économie sociale et solidaire. C'est aussi un moyen d'aider l'économie dans sa globalité, en intégrant bien entendu le plus proche de la proximité et les responsables de l'UDP, du MEDEF, du patronat, des chambres de commerce, des artisans sont ici, parce que nous signons une charte qui fait en sorte que dans ce que nous avons validé au COJO, dans la Solidéo et avec le DIJOP, la totalité des investissements se font sur le territoire, 70% pour le territoire, dont 30% d'économie sociale et solidaire. Ça fait partie de l'inclusion. Il reste une dizaine de minutes. Vous avez maintenant la parole, vous qui êtes venu nous voir et qui avez sans doute envie de réagir
et d'abord de poser des questions. Je vous demanderai de lever le bras, ensuite de vous présenter et de poser votre question. C'est souvent la première qui est la plus difficile, mais monsieur se dévoue. Donc quelqu'un va vous apporter un micro. Ne bougez pas, vous êtes très bien là où vous êtes. Il y a des micros qui circulent dans la salle. Vous dites juste qui vous êtes et votre question. Je suis Stéphane Benamou, je suis le président du MEDEF Sud, Provence-Alpes-Côte d'Azur. Votre question. Avant une question, permettez-moi Brièvement, un seul terme. Brièvement. Merci à toutes et à tous pour les propos que vous avez tenus. Véritablement, c'était un plaisir et un plaisir partagé. Je vais être très court. C'est pas fini. Non, donc, mais je sais bien, mais c'est important de souligner que le sport, c'est une école de la vie. Et c'est la façon dont on arrive à élever nos jeunes, qu'ils soient dans une situation aisée ou très compliquée. Malheureusement, il y a beaucoup plus de jeunes qui sont dans des situations très complexes que dans des situations aisées, et qui leur donnent l'opportunité de faire société. C'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est le parallèle qu'il peut y avoir entre le sport et l'entreprise. Ce sont tous les deux des parcours de vie qui permettent effectivement de nourrir la robustesse, de nourrir la résilience et de nourrir l'excellence. Et plus nous arriverons à travailler sur un quadruple, je ne sais pas si on peut le dire comme ça, de ce que j'appelle moi la République des territoires, c'est-à-dire les élus, qui sont un formidable élément d'entraînement, les représentants du sport, les représentants de l'entreprise et les représentants du monde associatif en général, plus nous arriverons à gagner ensemble. Bon. Et donc, ce que je souhaite, c'est que nous amplifions ces conventions que nous avons signées, notamment avec le MEDEF, puisque j'en suis l'un des représentants au niveau de la région. Et je souhaite véritablement que nous puissions les amplifier parce que c'est l'opportunité d'accompagner ces jeunes. Merci pour vos réponses. Si quelqu'un a des questions, ça permettra... Non, mais c'était une contribution et on l'accueille avec plaisir. Mais bon, c'est pas non plus une tribune, donc si vous avez la gentillesse de poser une question... allez-y, c'est l'occasion. Vous avez des personnalités. Oui, voilà, madame là-bas, s'il vous plaît. Oui, vous, oui. On va vous apporter un micro, vous vous présentez brièvement et puis vous essayez de poser une question. C'est gentil. Bonjour, Marie Duflo, je suis de la région. J'ai fait beaucoup de sport dans ma vie. Je suis ravie d'entendre tout ce qu'on a pu dire. Il y a beaucoup d'atouts qui ont été mis en valeur et surtout les bénéfices si on applique le sport aux jeunes. Je n'ai pas beaucoup entendu parler, un petit peu, Monsieur Muselier, du sport chez les personnes plus âgées. Je pense qu'il y a un énorme impact et qui pourrait aider notre système de sécurité sociale, de prévention, plutôt que de consommer du médecin, du kiné ou des choses qui coûtent à l'État. Est-ce qu'on ne pourrait pas aider. Alors, je me comprends dans les personnes âgées. Je pense qu'à partir de 40 ans, vous êtes très jeune là. Non, là, vous n'avez pas le droit de dire que vous êtes une personne âgée. À partir de 40 ans. Avec mais merci de vous soucier des aînés pour moi. Ouais. Merci. Merci pour votre question. Alors, qui veut répondre? Moi, je me lance. Vous avez 1000 fois raison. Les progrès sur le sport santé sont aujourd'hui trop lents. Or, on évoquait la cohésion intergénérationnelle. On pourrait aussi évoquer le réseau des maisons sport santé. Il y en a ici dans la région sud. Il y en a à travers la France. Il y en a aujourd'hui 500 qui permettent d'aller ramener vers la pratique sportive des personnes qui ont une maladie chronique, qui sont dans un état de santé que le sport peut venir un petit peu améliorer, ou bien pour prévenir un état de dépendance. Prévenir aussi une dégradation de la santé physique des femmes avec la prévention de l'ostéoporose, par exemple. Tout ça, aujourd'hui, est mesuré par la Haute Autorité de Santé. Nous savons au global en France que 1 euro investi dans le sport, c'est 13 euros d'économiser pour la collectivité dans son ensemble en raison de toutes ces externalités positives sur l'éducation, sur la santé, la prévention de la délinquance. Dans le champ de la santé, on sait que quand on a une reprise d'un petit peu d'activité physique régulière, de l'ordre de 30 minutes par jour sur le sport de son choix, ça peut être simplement de la marche, il y a une réduction de la récidive des cancers. Il y a une prévention des maladies cardiovasculaires. Il y a la capacité à baisser la consommation de psychotropes. Et il y a une lutte contre les phénomènes d'obésité. Aujourd'hui, on a 17% de notre jeunesse, pour prendre l'autre bout du spectre, qui souffrent de problématiques d'obésité. Ça nous coûte 50 milliards d'euros par an. Il faut absolument que dans notre révolution nécessaire de la prévention, on réactive nos investissements, qu'on ne soit pas dans la compensation passive
de l'inactivité physique et de la sédentarité, mais qu'au contraire, on promeuve cette activité de manière à complètement réingénierer notre système. Les progrès sont lents, mais ça commence. Il y a des premières mesures, notamment sur la prévention du cancer, mais il faut qu'on accélère. On a toutes les données médico-sociales aujourd'hui qui démontrent l'importance de tout ça. Oui. Ok, merci. Monsieur, vous aurez la parole après. Mais d'abord, madame, si vous pouvez vous lever et vous présenter brièvement et poser votre question. Merci. Bonjour, Christine Elsbauer. Je suis correspondante de Financial Afrique, qui est un des grands médias africains francophones, mais aussi panafricains. Nous allons avoir à Dakar, en octobre, les Jeux Olympiques de la jeunesse. C'est une première. Vous avez décrit aussi bien au niveau de l'État que Madame la Ministre qu'au niveau de la région des pratiques, comment dirais-je, bénéfiques. Est-ce que ça peut s'exporter? Comment éventuellement interviendrez-vous dans ces Jeux Olympiques de la jeunesse? Alors, le comité olympique aura un rôle très important parce que dans ses missions essentielles, il y a l'accompagnement de la délégation olympique pour à la fois les Jeux, mais aussi ces Jeux de la jeunesse. Moi, je me réjouis de cette grande première en novembre à Dakar. Ça va être formidable. Ils sont bien dans leur temps de passage pour préparer ces Jeux, livrer des Jeux qui vont être inspirants et au moment même où le CIO est en train de repenser un petit peu cet avenir des Jeux de la jeunesse. Pour nous, en France, on a exprimé haut et fort qu'ils étaient centraux parce qu'ils permettent vraiment de préparer notre jeunesse à des échéances olympiques futures. C'est un outil de solidarité, c'est un outil de rayonnement pour ces pays. Et je trouve un formidable symbole qu'on ait en Afrique ce grand événement. Nous, on sera très fiers d'y porter une grande délégation. Il reste encore quelques minutes. Monsieur, vous avez la parole. Et après, un jeune qui est au premier rang. Monsieur, allez-y, présentez-vous et posez votre question. Bonjour, messieurs, dames. Mais près du micro, parlez bien près du micro. Bonjour, messieurs, dames. Oui. Bon, c'est à l'attention de monsieur Muselier que j'ai connu lors des événements à la Joliette il y a longtemps avec les Oui. militaires. Donc on comprend que vous êtes quelqu'un de la région. Oui, un peu. Je suis né à Marseille et j'ai émigré à Aix-en-Provence. Très bien. Et quelle est votre question? Eh bien, ma question, elle est toute simple. Il y a beaucoup de gens qui voudraient conduire, mais qui n'ont pas 20 ans. Ils sont autorisés à conduire. Et je remarque avec des amis que les marquages au sol ne sont pas faits. Ah. Ils sont mal... Alors, Attends, je pensais que vous alliez poser une question sur le sport automobile. Je n'ai pas terminé. Non, sur le code de la route. Je n'ai pas terminé, monsieur. Oui, alors allez-y, posez votre question. Voilà, la question, elle arrive. Donc, en partant d'Aix-en-Provence, en bas, il y a les McDonald's, tout ça. Il n'y a même pas... Ouais, vous allez nous faire le plan après. Il reste 2 minutes. Il n'y a même pas dans les dodanes, les taxis le font remarquer aussi. Les marquages ne sont pas faits. Dans le code de la route, il est écrit que les marquages doivent être clairement identifiés. On s'adresse à M. Muselier parce qu'on le connaît depuis quelques décennies. On voudrait que vous nous aidiez et qu'on mette des peintures de qualité. Merci. Merci. C'est important. Oui, alors je ne veux pas vous censurer, mais le lien est très ténu avec le sport. D'un mot, si vous y arrivez, à rester dans la thématique. Dans un monde sans repères, les responsables de l'administration qui sont en charge des routes pour faire en sorte que la signalétique soit bien mise en place. Difficile de naviguer dans un monde sans repères. J'ai compris le lien. Allez, la question de vous, monsieur. Allez, vous le présentez. Bonjour, l'association Territoire d'événements sportifs a récemment remis un rapport à la ministre du Sport. Je souhaitais savoir, vous, Madame Amélia Oudéa-Castéran, en tant que présidente du Comité national olympique sportif français, que pensez-vous Que pensez-vous de la possibilité que la France organise, candidate plutôt, pour l'organisation d'événements sportifs comme la Coupe du Monde 2038? Ah ouais, après le 2030, 2038, on est. Je l'ai dit, on a une série de grands événements sportifs internationaux là, dans notre chemin jusqu'au milieu des années 30 qui est extraordinaire. Et ça draine beaucoup de choses parce que il y a tout l'accès au marché qu'a évoqué Renaud, le développement économique, il y a l'accélération des investissements dans l'héritage pour permettre le développement de la pratique sportive. C'est des moments de joie partagée, pour reprendre le thème de notre table ronde. C'est une vraie chance et c'est une zone d'excellence française. On l'a vu dans différentes compétitions. D'abord, moi je redis, l'organisation des grands événements, ce n'est pas du pilotage automatique. Il y a eu aussi des graves accidents, il y a eu des graves difficultés. Rappelons-nous la Ligue des Champions, c'est un bon souvenir pour personne. Mais
quand on bosse dur, quand on est organisé, quand on bosse en équipe, quand on sait anticiper les choses, le faire avec beaucoup de professionnalisme, c'est une capacité, ça donne une capacité de rayonnement à notre pays à nul autre pareil. Regardons l'impact touristique sur le pays. Regardons la manière dont les Jeux de Paris ont transformé l'image de notre pays à l'étranger. C'était France is back. Il y avait ça, il y avait cette audace, il y avait ce rayonnement, il y avait cette dimension culturelle. Et les GESI, ça doit être tout ça. Alpes 2030 le sera. Merci. 10 secondes pour conclure. 10 secondes. 2030, ça va être aussi bien que 2024 ? Ils ont aimé Paris 2024, ils vont adorer les Alpes françaises 2030. Voilà. Merci. Ça, c'était le mot de conclusion. Merci beaucoup. Merci à vous.